Salut à tous, c'est l'autre Nico. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les missions principales. Comme en plus ils nous sortent toutes les faction packs là, en fait je me disais que c'est quand même important d'avoir une vue d'ensemble sur les missions pour comprendre quel est l'intérêt des détachements aussi, puis quelles sont les restrictions finalement des détachements, parce que avoir des détachements qui paraissent forts comme ça, mais qui derrière sont super compliqués pour faire telle ou telle mission du coup. C'est important donc d'avoir déjà les bases si on veut en plus pouvoir faire des listes d'armées, commencer à s'amuser. Donc on va commencer sur les missions principales. On démarre du coup avec Take and Hold, prendre et tenir. Là le principe ça va être ça, c'est simple. Tous les tours, à partir du moment où vous avez 3 objectifs ou plus à la fin de votre tour, vous gagnez 4 points de victoire. À partir du deuxième round, vous contrôlez 2 objectifs ou plus, vous en gagnez 5. Et vous contrôlez plus d'objectifs que l'adversaire, vous gagnez 4 points. Et enfin, à la fin de la bataille, vous gagnez 5 points si vous contrôlez l'objectif adverse. Ça, c'est un primaire qui s'oppose à sécuriser l'actif. Alors, je vous fais juste un résumé parce qu'on va y revenir dessus évidemment. C'est des actions à faire sur des objets ou tuer des unités à vous sur vos objets et tenir des objectifs. Donc en gros, il va être obligé de venir vous laver sur les objets pour faire ses actions, pour faire ses points. Ça c'est un classique, hein. Il suffit d'avoir déjà de contrôler 3 objectifs à la fin, donc ça demande quand même d'avoir beaucoup de ressources pour avoir les 4 points, mais vous pouvez le faire sur 5 tours, donc ça fait déjà 20 points si vous faites les 5 fois 3 objectifs au No Man's Land. Ensuite vous avez 2 objectifs, donc ça veut dire celui chez vous et un dans le No Man's Land, hein, ça suffit, ça fait 5 points. Et si vous en avez plus que votre adversaire, vous arrivez à faire 4 points de plus. Donc après, on est quand même sur des rounds où on va avoir facile à faire 9 points. Enfin, facile, il faut quand même le tenir, les objectifs. 9 points. Et après, par contre, d'arriver à faire 13 points, c'est plus compliqué. Sachant que derrière, vous allez devoir faire vos 5 points d'objectif principal adverse si vous voulez arriver à 45. C'est pas forcément évident quand même, hein, comme type de scénario. Surtout qu'en face, lui aussi va devoir faire des actions sur les objets et puis venir faire détruire vos unités qui sont sur les objets. Donc il va venir, quoi. Donc ça donne une mission principale qui est intéressante, mais à voir avec quel type d'armée on peut faire ça. Mais c'est à mon avis quelque chose où on aura beaucoup de ressources, beaucoup d'infanterie, beaucoup d'OC à pouvoir distribuer sur les objets à tous les tours, quoi. Hein, c'est un peu ça qui me paraît être le plus pertinent. Ensuite, on est sur domination du champ de bataille. Alors ça, c'est le match miroir, hein, donc c'est intéressant, j'aime bien, c'est un peu le linchpin qu'on a actuellement. C'est-à-dire que premier round de bataille, vous scorez 2 points si vous avez plus d'objectifs que l'adversaire. Bon, ça c'est anecdotique, parce que 2 points, ça ne changera pas la game. Par contre, ce qui va être important, c'est que vous allez avoir l'objectif chez vous, et tous les objectifs vous rapportent 3 points, mais quand vous avez l'objectif chez vous, vous gagnez 2 points de plus pour les autres objectifs au centre de la table. Donc, il va falloir tenir les objets et en plus potentiellement essayer d'aller virer l'objet adverse pour que lui ne marque pas les bonus de points. Donc ça peut créer une game vraiment intéressante, je trouve, avec du prendre et tenir, mais des mecs qui doivent quand même aller chercher la zone de déploiement adverse et tout ça. Donc pourquoi pas. Et moi je trouve que c'est plutôt cool comme machin. Mais quand on met tout bout à bout dans les Take and Hold, mine de rien, on peut pas se permettre d'être juste une marée d'OC qui va tenir les objets. Ça ne suffit pas. Il va falloir pouvoir avoir de la létalité en fonction des match-ups. Il va falloir avoir de la prise de map en fonction des match-ups. Il va falloir pouvoir aller chez l'adversaire, etc. Donc je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu. Et que ça va forcer à avoir vraiment des armées assez polyvalentes quand même, malgré les archétypes qu'on va avoir avec les détachements. Ensuite, objet inébranlable. Là, vous allez gagner 3 points si vous contrôlez l'objectif central à la fin de votre tour, pour tous les tours. Donc potentiellement, vous marquez 3 x 5, 15 points, rien qu'en envoyant une unité par tour au milieu. Ensuite, à votre phase de commandement, pour chaque objectif que vous contrôlez, hors l'objectif maison, vous gagnez 5 points. Donc vous avez tout le No Man's Land, vous pouvez gagner 10, 15. Sachant que l'objectif au centre peut se dédoubler en fonction des layouts, il faudra voir. Et après, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au dernier round de bataille, vous allez scorer à la fin de votre tour les objectifs au centre. Donc même si vous êtes joueur 1, et vous pouvez revenir sur les objets au tour 5 pour mettre vos 15 points directement.
Donc c'est plutôt pas mal. Donc là on est sur un take and hold classique hein, finalement. Sachant qu'en face donc vous allez avoir Force Irrésistible qui lui va devoir simplement vous tuer sur les objets pour contrôler plus d'objets que vous potentiellement. Donc ça va vraiment se faire une guerre d'objectifs. Et lui il va aussi gagner 5 points sur l'objectif central s'il le possède à la fin. Donc en gros il faut qu'à la fin vous puissiez récupérer l'objectif central mais vous l'empêchez de scorer même si vous êtes joueur 1 quoi. C'est ça qu'il faut voir. On passe ensuite sur purger et sécuriser. Voilà, c'est ma traduction, elle sera peut-être pas celle-là. Là, à tous les tours, on va avoir 3 points si on tue un truc à partir d'un objet, ou l'inverse, si on tue une unité qui est ennemie, qui est sur un objet. Donc ça demande quand même de faire de la létalité. On est sur les take and hold, mais pourtant, on ne pourra pas se contenter d'avoir des unités qui vont juste inonder les objets, parce que fonction des match-ups que vous allez avoir, et ben là, vous allez devoir aller faire de la létalité pour faire des points. À partir du deuxième round de bataille, pour chaque objectif que vous contrôlez hors maison, donc il faut tenir les objets du No Man's Land, ce qui n'est pas forcément évident. Vous gagnez 4 points. Et quand vous contrôlez plus d'objectifs que vous ne contrôliez pas au début du tour, vous gagnez 3 points de plus. Mais si on fait le calcul, pour faire 15 points, il faut être sûr d'avoir tué des trucs, d'avoir tenu 1 ou 2 objets, et en plus de récupérer plus d'objets que ce que vous en aviez au début. Donc ça demande énormément de ressources quand même. Et là en face, ça s'oppose donc à ratissage de reconnaissance, c'est que le mec doit tenir les quarts de table et vous tuer sur les objets, en plus de tenir un objet. Lui, il n'aura pas besoin d'aller chercher tous les 3. Donc en fait, il est possible que le mec temporise à mort et qu'il tienne qu'un objet pour être sûr que vous scoriez pas le fait d'aller récupérer plus d'objets que ce que vous aviez au début du tour. Bon, après, s'il vous laisse scorer, c'est pas plus mal non plus. Mais on sent qu'au niveau de la stratégie, ça va complexifier quand même la liste qu'on veut faire, parce que si vous étiez parti sur Take and Hold, voilà, là il faut de la létalité, et là vous allez contrer une armée qui va être sur la prise de map, et la létalité aussi. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, mais celui-là me paraît quand même pas simple non plus à effectuer. Ensuite, acquisition déterminée. Alors là vous allez faire 2 points pour chaque objectif que vous allez contrôler, que vous ne contrôliez pas au début. Donc potentiellement T1, vous pouvez faire 6 points directs. C'est bien, mais vous voulez contrôler les objectifs pour avoir des points. Donc à partir là du deuxième round, chaque objectif que vous contrôlez vous rapporte que 3 points. Et par contre, ça compte celui chez vous là par contre. Mais ça veut dire que vous n'avez pas 5 points puisque vous allez contrôler au début de votre round. Donc ça veut dire que même si vous rajoutez des unités dessus, vous ne gagnerez pas les 2 points en plus. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et par contre, si vous prenez l'objectif chez l'adversaire, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que dans le territoire adverse, donc le territoire à chaque fois, c'est un peu la moitié de table. Et maintenant, il y a les objectifs, par exemple, sur Hammer Anvil, c'est-à-dire quand on est face à face, les objectifs ne sont pas en ligne au milieu. Il y en a un qui est près de chez vous, un qui est près de chez l'adversaire. Hein, d'accord ? Chaque fois, c'est l'objectif d'expansion. Et là, si vous volez l'objectif d'expansion en fait, de votre adversaire, vous allez prendre 3 points. Ça me paraît un peu compliqué quand même, parce que admettons, vous gardez 3 objets chez vous, ça vous fait 9 points. 3 objets en tout, c'est-à-dire 2 dans le No Man's Land plus 1 chez vous. Et dans celui du No Man's Land, vous avez l'objet adverse. Et qu'il faut aller chercher quand même, hein, il est chez l'adversaire. Et là, vous arrivez qu'à 12 points. Vous n'êtes même pas aux 15 points de la fin. Si vous allez récupérer un objet à côté, vous allez faire 14 points, mais pas 15 points max, quoi. Difficile à scorer celui-là aussi, parce qu'il faut aller chez l'adversaire. Hein. Ça veut dire une sacrée prise de map et une sacrée burne pour pouvoir tenir l'objet pendant que l'adversaire, lui, s'il est à côté de sa zone de déploiement, hein, pour vous la reprendre. Et là en face, vous allez avoir Death Trap, qui est un truc où le mec il va mettre des pièges sur les objets, enfin sur toutes les ruines, et qu'après s'il va gagner des points si il vous tue des unités dans les trucs qui sont piégés, et en plus il gagnera des points s'il tient des objets, mais que dans le No Man's Land lui. Donc il va se bagarrer pour tenir le No Man's Land et foutre des pièges partout. Donc là, on a vraiment un match complexe quand même aussi, hein, je trouve. De toute façon, dans l'idée générale des missions, chaque mission individuellement, elle a l'air ok. Mais quand on l'oppose à quelque chose qui est d'une autre faction, il y a des choses qui sont pas évidentes, moi je trouve. On passe ensuite au purge de faux. Donc purger l'ennemi, par exemple, hein, ça peut se traduire. C'est l'archétype létalité. Hein. On va avoir sur le premier qui est fureur de destructeur. On gagne des points à tous les tours si on tue une unité. Donc ça fait 3 points de victoire. Et à partir du deuxième round, on gagne 4 points pour les objectifs qu'on tient dans le centre de la map. Et si vous en possédez plus que l'adversaire, vous gagnez 6 points.
À la fin de votre tour, si vous avez tué plus d'unités que ce que vous a tué l'adversaire, vous gagnez 4 points. Alors, ce qui est quand même assez cool, c'est que par rapport au kill mort qu'on avait avant, là, c'est pas dans le même round de bataille, c'est dans le tour d'avant. C'est comparé au tour d'avant. C'est-à-dire, vous êtes joueur 1, vous allez faire vos positionnements, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher trop la létalité, il vous suffit de tuer une unité adverse, donc vous restez à peu près safe. L'adversaire, il va venir, il va faire son tour, c'est pareil, il va pas vous tuer grand-chose, ce qui fait que vous, round 2, vous êtes joueur 1, vous allez pouvoir faire de la létalité, commencer à enfoncer l'adversaire, sachant que vous allez être en comparaison sur le nombre d'unités tuées de son round 1 à lui. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet de ne pas être trop désavantagé quand on est joueur 2, joueur 1, pardon, et de pouvoir aussi en profiter si on est joueur 2, évidemment. On voit qu'on est quand même censé tenir des objectifs, et ça va être le cas à chaque fois pour tous les trucs d'archétype de destruction. À savoir que en face, du coup, le lien vital, lui, le mec, il va vouloir absolument tenir l'objectif central parce que c'est celui qui va lui rapporter le plus de points. C'est 8 points pour lui. Et derrière, à la fin de la game, il peut prendre 10 points s'il vient vous chercher votre objectif maison. Alors que vous, avec votre mission principale, vous n'avez pas besoin de tenir l'objectif chez vous. Malheureusement, si vous ne le tenez pas, vous risquez de filer 10 points à l'adversaire. Donc, faut se méfier. Du coup, voilà, je trouve que c'est assez cool aussi comme lien. Je pense quand même que le fait d'avoir de la létalité et tout ça, c'est pas si no-brain. On peut pas partir juste à faire de la létalité. Il faut absolument jauger les ressources, comment on va les échanger, etc. S'assurer de faire les dégâts comme il faut, d'être toujours en kill mort par rapport à l'adversaire pour s'assurer de faire les points. Et surtout, en même temps, avoir suffisamment soit de létalité pour que le mec n'ait plus rien pour venir vous contester chez vous à la fin de la partie, soit d'avoir quand même des lignes de défense qui vont bloquer l'adversaire pour pas qu'il vienne chez vous. On passe ensuite à consacrer. Là, on est sur un petit mécanisme assez particulier. Donc, en fait, quand vous avez une unité qui tue quelque chose, elle devient une unité de consécration. Et c'est jusqu'à la fin de votre prochain tour. Hein. Donc, ça permet ça la tient longtemps. Si cette unité, elle tient un objectif, vous allez donc avoir l'objectif consacré. À partir de n'importe quel round, donc dès le premier tour, vous pouvez avoir 1 à 2 ou 2 objectifs consacrés, ça vous fait 3 points de victoire direct. Et si vous en avez 3, ça vous fait 6 points de victoire. On a ensuite, à partir du deuxième round, vous allez gagner 4 points par objectif que vous contrôlez hors chez vous, quoi. Et vous contrôlez plus d'objectifs que l'adversaire, ça vous rapporte 4 points aussi. Donc, sachant qu'en fin de partie, pareil, l'objectif principal de l'adversaire est consacré, vous gagnez 5 points. C'est assez particulier comme méthode de fonctionnement, mais on voit qu'on peut quand même gagner des points, même si on n'a pas consacré les trucs, hein, il suffit de tenir les objets centraux, mais en plus, on va vouloir aller chercher la consécration et d'avoir des unités. Ça veut dire qu'on a des unités qui ont tué et qui résistent pour pouvoir tenir les objets derrière. Moi, je trouve ça serait intéressant. C'est original parce qu'on n'avait pas ce genre de mission avant. Donc, j'ai hâte de tester. Et en face, le mec, il va gagner des points. En fait, plus il tient d'objets, plus il gagne de points. Et il a des actions à faire aussi pour qu'il soit triangulé. Bref, en gros, il va vouloir prendre n'importe quel objet, n'importe où pour faire du scoring. Donc, il va vous faire un peu courir partout. Et vous allez devoir le tuer et vous consacrer, revenir sur les objets, etc. Ça peut faire une joyeuse mêlée. Donc, à voir aussi, à tester. Ensuite, force irrésistible, donc ça c'est assez simple aussi. Vous tuez une unité adverse, vous gagnez 3 points. Vous contrôlez un objectif, sauf donc dans le No Man's Land, vous gagnez 4 points. Vous contrôlez plus un ou plusieurs objectifs que vous ne contrôliez pas au début, vous allez gagner 3 points aussi. Et vous contrôlez l'objectif central à la fin, vous gagnez 5 points. C'est classique, mais ça demande quand même de tenir des objets. Et en face, on a objet inébranlable qui est aussi tenir des objets et tout ça, comme on a déjà vu. Donc là, on a vraiment une grosse guerre d'objectifs. Par contre, vous avez l'avantage, je trouve, de gagner des points quand même juste sur la létalité et de reprendre des objets qui va vous faire en plus gagner des points. L'objectif chez vous ne rapporte rien, mais il rapportera à l'adversaire. Donc, faut faire gaffe de peut-être pas lui laisser trop de facilité pour venir chez vous. Donc voilà, il y a encore tout ça qui doit se jauger, quoi. Ensuite, Meat Grinder, j'aime beaucoup le nom, c'est tout simplement Kill More, Hold More, hein, vous allez faire un match miroir, vous foutre sur la gueule, tenir des objets. Celui-là, ça doit être le plus classique au classique des scénarios. Rien à dire particulièrement, parce que le simple but, c'est de tuer tout ce que l'adversaire il a sans vous faire tuer trop, tenir plus d'objets que l'adversaire et à la fin même aller voler l'objet adverse dans sa zone de déploiement. Voilà, tout simplement. Allez.
On passe à châtiment. Donc là, c'est pareil, on va être vraiment sur la létalité aussi, mais c'est que pour les points bonus. C'est-à-dire que là, au début vous choisissez 3 unités adverses qui ont soit tué un truc, soit elles sont sur un objet, et elles deviennent condamnées. À la fin de votre tour, si vous tuez une ou plusieurs unités condamnées, vous gagnez 5 points de victoire. Ça, c'est pas mal, mais au tout début du tour, au tout début de la partie, vous risquez pas de le scorer tout de suite. Après, vous allez scorer 4 points à chaque fois que vous tenez un objet dans le No Man's Land, et vous scorez 5 points si vous tenez plus d'objets que l'adversaire. Ce qui est intéressant, parce que là, on est censé être dans la létalité, mais on vous demande de tenir quand même plus d'objets. Et à la fin de la partie, si vous tenez l'objet adverse dans sa maison, vous gagnez 8 points. Donc là, ce qui est cool, c'est que on sait qu'il faut tenir les objets, il faut empêcher l'adversaire de vous les piquer. Si par contre, à chaque fois qu'il vous détruit, faut pouvoir vous venger en gros. C'est-à-dire que vous allez condamner les unités. Dès que le mec va se ramener avec des unités, vous allez gagner 5 points. Je pense que celui-là se score assez facilement. Parce que mine de rien, on aura tous les tours, l'adversaire, en fait c'est de l'échange, c'est de Warhammer. Donc vous savez, quand le mec il sort une unité pour vous tuer un truc, vous derrière vous allez lui tuer son unité. C'est de l'échange. Et ça vous fera gagner 5 points de victoire à chaque fois. Et même sur la fin, s'il a plus trop d'unités qui arrivent à vous tuer parce que vous avez bien dominé, il y a moyen que vous tuiez juste les unités qu'il a laissées sur les objets. Et à ce moment-là, même vous irez chercher l'objet adverse pour aller scorer 8 points. C'est intéressant. En face, lui, il n'a pas besoin tant de tenir les objets. Par contre, il va gagner des points à chaque fois qu'il vous tue une unité. Donc, il a envie d'avoir de la létalité, de venir vous chercher pour vous tuer. Donc, vous aurez la possibilité de le condamner assez facilement. Par contre, il va scorer sur moins d'objets que vous. Donc, potentiellement, il va jouer peut-être beaucoup plus safe que vous et prendre l'avantage, en fait, sur le trade, sur l'échange, par rapport au scénar. Pareil, je trouve que c'est vraiment des combinaisons qui sont très intelligentes. À voir sur table ce que ça va donner, mais vraiment, moi, ça me branche à mort de pouvoir tester ça. On passe donc au Disruption. On a le piège mortel déjà pour commencer, où c'est des actions à faire sur des zones de terrain pour les piéger. Et à chaque fois que vous avez piégé une zone de terrain, vous allez gagner 2 points de victoire et 3 points en plus si c'est en plus un objet. Donc c'est intéressant. Si vous tuez après des unités, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, sur les zones qui ont été piégées, vous gagnez des 3 points. Et enfin, vous gagnez 4 points par objectif que vous tenez dans le No Man's Land traditionnellement. Ça veut dire quand même que vous avez besoin de faire beaucoup de petites actions, en même temps de faire de la létalité sur ces terrains ou de forcer l'adversaire à venir sur ces terrains parce que lui, forcément, du coup, il a peut-être moins d'intérêt à venir vous voir. L'avantage, c'est que vous jouez contre acquisition déterminée, donc lui, comme on a dit tout à l'heure, il va falloir qu'il tienne des objets. Du coup, vous pouvez quand même facilement aller scorer avec vos actions, avec votre létalité, et derrière vous complétez en fait en tenant des objets quand vous y arrivez. Donc là on voit une autre façon de jouer avec vraiment beaucoup plus de portée sur les actions, sur la prise de map, etc. Donc à voir, un archétype aussi très intéressant. Ensuite, localiser et interdire. Alors là, c'est un peu compliqué comme système, surtout que dans les leaks, on n'a pas encore tout le recto verso de toutes les cartes, donc on ne sait pas exactement ce que ça représente au niveau des actions ou des choses comme ça, mais déjà ce qu'on sait là, a priori, vous sélectionnez 5 éléments de terrain sur la table qui vont devenir un peu comme vos propres objets à vous. Et vous pouvez mettre des marqueurs dessus qui fait que quand vous les tenez avec une unité, vous gagnez des points quand même. Vous allez gagner à partir de fin de votre premier tour 4 points quand vous tuez une unité qui était sur un objectif, une unité adverse. Et vous allez gagner 4 points si vous avez une unité qui était à vous sur un terrain que vous avez marqué sans que l'adversaire soit dessus. Voilà, ça vous fait aussi des points. Et après, toujours pareil, vous contrôlez un ou plusieurs objectifs dans le No Man's Land, vous gagnez que 4 points. Et à la fin de la bataille, si un marqueur d'opération est encore là avec vous le tenez le terrain qui est dessus, vous allez gagner 5 points. Alors, c'est l'admission à prendre avec des pincettes, parce que comme on n'a pas cette histoire de marqueur d'opération, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, peut-être que je dis des bêtises. Mais globalement, c'est ce que j'ai compris. Vous me direz en commentaire si vous comprenez ça différemment. Et en face, typiquement, lui, il va faire l'inverse. Il va quand même faire des points en tenant des objets, mais il va aussi faire des actions pour avoir des points. Et s'il vous enlève des marqueurs des marqueurs d'opération, il va aussi faire des points. Et à la fin de la partie, c'est pareil, s'il reste un de vos marqueurs d'opération, mais que lui est sur l'objectif, c'est lui qui va faire les 5 points. Donc c'est vraiment deux missions principales bien opposées, et ça peut donner un scénario assez sympa, parce qu'il y a des actions à faire, des trucs, ce système de gestion des terrains, avec les marqueurs d'opération et tout ça. J'ai hâte de voir exactement ce que c'est, mais a priori, voilà, on est sur ce type de scénar.
Ensuite, fumée et miroir. Alors là, c'est des actions à faire sur les objectifs. Et à chaque fois que vous faites des actions dessus, vous gagnez 2 points. Et en plus, 2 points si c'est des objectifs donc, qui sont dans le territoire adverse. Ça veut dire l'objectif d'expansion de votre adversaire et l'objectif maison de votre adversaire. On n'a que 4 points par contre, peu importe le nombre d'objectifs que vous tenez, que ce soit 1 ou 12, vous avez que 4 points à votre tour. Donc il faut vraiment aller faire les actions pour faire le score et être présent en fin de bataille pour aller récupérer les 10 points pour être en ayant 4 objectifs qui soient leurrés. Ça veut dire tous les objectifs qui ne sont pas chez vous en fait, qui ne sont pas le vôtre. Donc c'est pas forcément évident. Et en face, vous avez surveiller l'ennemi qui est un peu plus complexe. Ça demande de faire des actions sur des unités adverses. Et il y a un système de marqueurs d'opération sur les objectifs quand on les prend, que vous faites vous aussi avec fumée et miroir, hein, parce que c'est l'autre qui vous l'impose. Et en fonction de si vous avez des unités qui sont surveillées et qui prennent les objets, l'adversaire va gagner des points, rien qu'en faisant ça. Donc, et puis derrière, lui, il va devoir revenir pour enlever vos marqueurs d'opération qui sont sur les objets. C'est un peu compliqué, on verra ça dans l'autre, mais ça veut dire que globalement, vous allez avoir besoin de ressources pas forcément obvious, parce que quand il va vous surveiller des unités, si vous allez sur l'objet avec, il vous lui rapporter des points, donc être capable de switcher d'unité qui devrait aller faire telle ou telle action ou prendre tel ou tel objectif. Donc ça peut être très intéressant, très tactique. Ça va demander peut-être d'avoir un peu de MSU quand même, parce que si vous jouez avec plein de grosses unités bourrines, en fait, vous allez forcément donner trop de points à l'adversaire. Ensuite, action retardatrice. Alors là, c'est un pure létalité presque, parce qu'à chaque fois que vous détruisez une unité à l'adversaire, vous gagnez 2 points. Donc jusqu'à 15 points, hein, potentiellement. Et vous gagnez que 4 points si vous tenez un ou plusieurs objectifs dans le No Man's Land. Et vous gagnez 3 points par contre si vous tenez et l'objectif central et un objectif d'expansion. Donc potentiellement, vous tenez 2 objets au centre, ça vous fait que 7 points. Donc il faut tout compléter par de la létalité. À voir, ça peut paraître compliqué, ça peut être compliqué, surtout qu'en face, vous allez jouer contre le châtiment qu'on vient de voir, qui lui aussi est sur la létalité, la prise de map, etc., et qui va vouloir aller même jusqu'à chez vous. Mais c'est intéressant de voir que même en disruption, on était parti à la base pour faire des actions, faire de la prise de map, etc. On va avoir envie aussi de faire de la létalité, d'être capable quand même de tenir un peu les objets. Mais voilà, donc c'est toujours pareil. On n'arrive pas à mettre en place une armée monobrain. Hein, j'ai envie de dire, il faut toujours que ce soit plutôt polyvalent, plutôt orienté, etc. Par contre, évidemment, là, on sait qu'on doit faire des actions, donc soit on a des unités qui peuvent tirer et faire des actions en même temps, soit encore mieux, on a plein de petites unités qui font des actions, qui coûtent pas cher, et on a des grosses unités de létalité pour aller chasser l'adversaire. Ensuite, en match miroir, déborder l'ennemi. Alors là, c'est marrant parce que vous allez gagner 10 points si vous prenez l'objectif adverse à n'importe quel tour. Donc vous avez envie d'aller tout droit pour les chercher, mais ce qu'il y a, c'est que lui, il va faire exactement pareil. Donc, à vous de voir comment vous déployez vos ressources pour les choper. Premier tour, vous gagnez des points par objectif que vous contrôlez à la fin de votre tour, dès le premier round. Ça veut dire que dès que vous prenez la map, vous pouvez à moyenne scorer facile 12 points grâce aux objets centraux, quoi. Si vous êtes joueur 1 par exemple, ça peut aller très vite. À partir du pour le deuxième et le troisième tour, vous allez gagner 5 points à votre phase de commandement normale pour les objets que vous possédez en dehors de votre zone de déploiement. Et à partir du quatrième round, vous allez gagner 6 points à la fin des tours à chaque fois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais par objectif que vous contrôlez hors No Man's Land. Là, on part sur un espèce de bain de sang, parce que il faut vraiment aller... En fait, ça va scorer très très vite, ça peut scorer sur les premiers tours, donc on peut envoyer les ressources tout de suite, tout dans ta gueule, pour vraiment aller chercher les objets chez l'adversaire, et derrière, scorer au maximum, parce que même au tour 4, on va continuer à scorer 6 points. Si vous avez l'objet adverse, vous aurez 10 points quand même. Et les objets adverses, c'est qu'à la fin de votre tour. Hein, c'est pas, donc vous pouvez envoyer une grosse unité avec plein d'OC, même si derrière il vous la tue et qu'il la reprend, vous pouvez refaire ça. Si vous êtes capable de le faire à tous les tours, les 45 points, facile. Hein. Donc on est sur une mission principale où je pense que les deux côtés risquent de scorer très fort et de finir à 45, à moins qu'il y ait vraiment une domination stratégique sur table d'un côté ou de l'autre, évidemment. Mais là, franchement, bain de sang, ça peut être très drôle quand même à faire.
On passe aux reconnaissances. Le premier, c'est ratissage de reconnaissance qu'on a vu déjà vite fait au tout début. Dans l'idée, donc vous devez avoir des unités dans 3 quarts de table, vous faites 3 points. À partir du premier round, hein, vous êtes dans les 4, vous faites 6 points quand même. Vous pouvez le coupler avec les engages all front de mission secondaire en fixe, qui fait que vous allez gagner par contre que 2 points sur 3 quarts de table et 4 points sur les 4 quarts de table avec la mission secondaire. Mais globalement, ça prend sens quoi. Là, vous allez en plus gagner 1 point de victoire pour tout ce que vous allez tuer, donc ça vaut le coup d'être un peu létal, et par contre vous ne gagnez que 3 points pour un ou plusieurs objectifs dans le No Man's Land, enfin pas chez vous quoi. Donc on est sur un des qui a le moins besoin de tenir les objets, par contre qui a besoin vraiment d'avoir une présence partout, donc super intéressant, sachant qu'en face, lui il va faire l'inverse, il va devoir tenir les objets et puis vous tuer aussi les unités, tout ça. Donc ouais, assez cool de voir qu'on a vraiment un autre style de liste qui va devoir être là, parce qu'on a besoin de la mobilité, on a besoin d'avoir plein d'unités qui vont pouvoir alimenter dans les quarts de table, peut-être des trucs qui partent en faible, qui reviennent ou des choses comme ça, et en plus être capable quand même d'avoir un minimum de létalité, voire bon, il faut quand même essayer de prendre ces 3 points, parce que sinon ça vous demande quand même pour faire les 15 points à chaque tour, enfin pour faire les 45 points, il faut avoir les 4 quarts de table au moins 4 fois, voire 5. Ça veut dire que ça va vous faire 30 points seulement, et derrière il faut faire 15 points en unités tuées, donc si vous en tuez une dizaine de l'adversaire ça fait que 10 points, et derrière il vous faut les derniers points pour, avec les objectifs que vous allez tenir. Donc c'est pas si évident que ça quand même. Tenir les 4 quarts de table, ça demande de la ressource, ça demande à ce que l'adversaire soit pas trop présent et trop bloc et qui vous empêche de venir. Peut-être il faut du CAC, peut-être voilà, des faits passifs, ce genre de choses. Ensuite, rechercher et nettoyer. Là vous avez donc potentiellement 3 points si vous chopez l'objectif au centre à la fin de votre tour. 2 points parce que si vous tuez une ou plusieurs unités adverses qui sont sur un terrain, donc ce qui peut peut-être empêcher l'adversaire de prendre les positions dans les terrains un peu gratuitement avec des petites unités pour éviter de vous donner des points. Et après vous gagnez 4 points simplement par objectif que vous tenez dans le No Man's Land ou chez l'adversaire à votre phase de commandement à partir du 2e round. À la fin de la bataille, si aucune unité ennemie est chez vous, vous gagnez 5 points. Sauf que l'objectif adverse, lui, c'est de venir vous voler votre objectif maison pour gagner 10 points à la fin de la partie. En plus du fait de vous tuer des unités et de faire des actions, etc. Donc en gros, on a quand même la problématique, c'est d'éviter de gaspiller trop de ressources au début pour être sûr qu'à la fin l'adversaire ne vienne pas vous voir. Parce que là, mine de rien, 5 points vous et 10 points l'adversaire, c'est un gap de 15 points. Ça retourne une game. Donc il faut faire très attention à ça. Donc la partie peut s'avérer assez tricky. J'ai hâte de voir. Ensuite, recueillir les renseignements, donc ça va être le match miroir sur les reconnaissances. Premier round de bataille, vous allez vous bastonner pour avoir un objet, pour contrôler un objet au centre, ça va vous forcer à être au centre. À partir du 2e, vous gagnez 4 points quand vous tenez un ou plusieurs objectifs qui sont pas dans qui n'est pas votre objectif de maison. Et après, vous avez une action qui doit se faire, donc potentiellement sur un round entier, je ne sais pas. En tout cas, vous gagnez des points à la fin de votre tour, donc peut-être que sur votre tour, mais ça fait 7 points, donc extraire l'intelligence. Et peut-être elle se fait d'ailleurs au centre aussi également. Et ensuite, si vous avez les 3 marqueurs d'opération sur le champ de bataille, vous gagnez 5 points. Et un de vos marqueurs d'opération est amorti de l'objectif adverse, vous gagnez 5 points aussi. En match miroir, donc on a quelque chose d'assez intéressant parce que on va devoir se bastonner au milieu pour faire les actions, prendre les objets, etc. Tenir ces objets et en même temps aller chercher celui de l'adversaire pour la fin de la partie et batailler donc sur les objets avec ces systèmes de points d'opération, de marqueurs d'opération qu'on installe quand on prend l'objet, a priori, ou en tout cas qu'on a au moins une unité qui vient prendre l'objet. Ensuite, surveiller l'ennemi. Donc là, c'est toujours avec le système des marqueurs d'opération. Je vous ai laissé voir verso pour que vous compreniez que voilà, là pour surveiller une unité, on ne sait pas exactement ce que c'est encore, mais globalement, on se doute que c'est une action qui fait que vous allez surveiller une unité adverse. Les marqueurs d'opération se positionne quand on vient sur les objets et vous enlevez les marqueurs d'opération de l'adversaire quand vous allez sur l'objet. Et là donc le but c'est vous tenez des objectifs, un ou plusieurs, vous gagnez que 4 points. Vous en tenez plus que l'adversaire, vous gagnez 4 points en plus. Et à la fin, il n'y a pas de marqueur d'opération ennemi, vous gagnez 5 points. Et là, sur les unités, soit vous avez une ou plusieurs unités ennemies qui ont été surveillées
et vous gagnez 4 points, soit vous avez une unité à vous qui est sur un objectif avec des pions, des marqueurs d'opération, et vous gagnez 4 points aussi. C'est l'un ou l'autre, a priori. À voir qu'est-ce que c'est vraiment une unité surveillée. On verra ça sur à la release, parce que là, on n'a pas plus d'infos. Et donc, fumée et miroir, on l'a vu juste avant, c'est pareil. Donc ça donne, vraiment, je trouve que ça donne une cinématique sur table assez intéressante, mine de rien, dans toutes ces missions, on voit quand même le côté narratif qui ressort. Il y a des vraies choses à faire en fonction de son armée, donc après, à voir comment ça se couple par rapport au détachement, par rapport à votre armée, par rapport à votre envie de faire quelque chose de narratif. Mais je trouve qu'elles sont vraiment cool, toutes ces missions. On passe ensuite à triangulation. Triangulation, ça vous donne 4 points de victoire à partir du round 2 quand vous tenez un ou plusieurs objectifs. Donc que 4, c'est le max. En fait, il va falloir faire des triangulations sur les objectifs, donc des actions. Et ça va vous faire, en fonction du nombre d'objectifs que vous avez triangulés, 3, 6 ou 10 points quand même. Donc c'est ce qui va faire que vous allez faire votre scoring. Sachant qu'à la fin, si vous avez 4 objectifs ou plus, vous allez scorer 10 points de plus. Là, finalement, on commence à voir que en reconnaissance, ce n'est pas que reconnaissance. Il faut aussi un peu massacrer l'adversaire pour pouvoir être sûr de tenir tous les objets à la fin. Et ça demande une gestion des ressources quand même sur les 5 tours assez complexe. Là, en face, vous jouez contre consacré, donc c'est le truc qui fait que l'unité qui va venir vous tuer, une unité va être consacrée, et quand elle va sur un objet, ça lui fait gagner des points en plus. Donc il faut être capable de contrer ça, et d'avoir la mobilité pour aller chercher l'unité qui a tué vos trucs, et la létalité pour être sûr de tuer les unités sans qu'elles reviennent sur les objets derrière. On passe ensuite aux priorités assets. Le premier, ça va être qu'on gagne 4 points si on a sécurisé l'actif à ce tour. Qu'est-ce que c'est? Ça vient c'est certainement une action qu'on doit faire sur un endroit désigné ou je sais pas quoi. J'ai gardé le voir verso justement dans la traduction pour que vous compreniez que là on l'a pas l'info. Une ou plusieurs unités ennemies ont été détruites sur un objectif du centre, vous gagnez 2 points. Donc ça force l'adversaire à pas forcément aller sur l'objectif central, mais en domination inéluctable, il a besoin d'y aller. Donc baston. Et enfin, à partir du deuxième round de bataille, vous allez gagner 4 points si vous possédez un objectif ou plus, donc pas forcément intéressant d'en avoir plein. Et si vous contrôlez 3 objectifs, dont le vôtre par contre cette fois, vous gagnez aussi 4 points de plus. Pas facile quand même à scorer celui-là, je trouve, parce que à voir ce que c'est, donc le sécuriser l'actif. Si c'est une bête action qu'on fait dans un coin, bah, tant mieux. Si c'est une action qu'on doit aller faire chez l'adversaire, bah, ça commence à être compliqué. S'il faut la faire sur un objectif, etc. Bon, voilà, il y a toutes ces choses qui vont rentrer en compte. Et domination électable, bon, on le sait, c'est des take and hold qu'on a vu en haut, où il va aussi vous gagner des points en tenant ses objectifs, en vous tournant des unités, etc. Voir, ça peut être très intéressant quand même. J'ai hâte de voir ce que ça donnera, se sécuriser l'actif, parce que ça, c'est ce qui va faire que cette mission, elle est vraiment facile à faire ou pas du tout. Ensuite, lien vital, on en a déjà parlé un peu avant, mais on va du coup rentrer plus dans les détails. On gagne 2 points si on tient l'objectif central, à la fin du tour, dans n'importe quel tour. Et on va gagner 4 points si on tient un des nommés objectifs du No Man's Land à partir du deuxième round. Et 4 points de plus si parmi ces objectifs, c'est l'objectif central. Ça veut dire que l'objectif central, lui, vous rapporte 10 points par round, à peu près. S'il y a besoin. Donc c'est quand même énorme. Et à la fin de la bataille, si vous contrôlez l'objectif adverse, vous marquez 10 points de plus. C'est très intéressant. Sachant que en face, vous jouez contre Fureur du Destructeur qui doit faire de la létalité, qui doit vous tuer, tenir des objets. Si vous concentrez toute votre armée au milieu, lui, en face, il va facile scorer parce qu'il va se mettre sur les objectifs d'expansion, vous tuer au milieu les unités au fur et à mesure, faire du scoring sur la létalité et faire du scoring sur ces objets. Donc, compliqué à gérer parce que vous avez intérêt quand même à choper celui du centre, mais à empêcher l'adversaire de scorer. Donc, compliqué. Je pense que là, c'est quand même désavantageux pour le lien vital par rapport à la Fureur Destructeur qui, lui, en fait, a juste besoin de vous tuer, tenir des objets, etc. Ensuite, extraire la relique. Donc là, pareil, on a une action qu'on ne connaît pas, donc j'ai mis voir verso. L'action Sensor Sweep, donc, pour avoir 4 points de victoire. Vous faites après aussi 3 points de victoire quand vous avez tué une unité qui était sur un objectif. Et vous faites 4 points de victoire potentiellement s'il y a un marqueur adverse ou il n'y a plus d'unité adverse dessus, mais que vous êtes dessus. À partir du deuxième round, vous faites 4 points de victoire si vous tenez des objectifs dans le No Man's Land. Pas plus. Un ou plusieurs.
Et à la fin de la bataille, vous allez marquer 5 points s'il y a un marqueur adverse et qu'il ne le contrôle pas et que c'est vous qui êtes dessus. Et lui, c'était exactement l'inverse qu'il devait faire. Donc voilà, le jeu va se jouer sur ces marqueurs d'opération et sur l'action que vous faites et le maintien des objets, mais sachant que vous avez besoin que d'un objet dans No Man's Land, vous. Donc il y a moyen de polariser la game et de voir un peu comment on peut faire. Ça peut être intéressant aussi, pareil, à voir comment ça va donner, à voir ce que va être vraiment cette action, la Sensor Sweep, et comment ça va se jouer avec ces marqueurs d'opération. Ensuite, sabotage, c'est le match miroir des priorités assets. Là, on a l'action sabotage, que à mon avis on connaît, hein, c'est une action qu'on fait dans un bâtiment qui n'est pas dans votre zone de déploiement. Donc, vous allez gagner 3 points pour chaque action faite. Donc, vous pouvez les cumuler. Hein. Et 2 points en plus si c'est des objectifs qui sont pas dans votre territoire. Donc, l'objectif d'expansion adverse et l'objectif maison adverse. Mine de rien, prise de table tendue quand même. Donc, et faire des actions. Ça veut dire que vous allez avoir besoin potentiellement d'avoir des unités qui peuvent quand même tirer et faire des actions ou des choses comme ça pour pouvoir être plus efficace dans ce type de match-up. Vous contrôlez un ou plusieurs objectifs, vous faites que 4 points. Donc, globalement, vous n'avez pas vraiment le besoin d'envoyer de la ressource pour tenir les objets. Il suffit de garder votre objet chez vous, par contre, pour éviter que l'adversaire, lui, vienne trop facilement y faire des sabotages. Sachant qu'on a la nouvelle façon de faire les interventions héroïques, qui peut venir bloquer les mecs s'ils viennent essayer de faire une action sur votre objet, vous faites l'intervention héroïque à 2 PC pour le charger, etc. Donc ouais, ça met plein de tactiques en branle. Je trouve que c'est très intéressant parce que sur des matchs miroirs qu'on n'a pas forcément envie de faire, quoi, hein, en général, et ben là ça crée une dynamique intéressante. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Ensuite, opération d'avant-garde. Alors là, pareil, une action qu'on ne connaît pas, mais ce principe, hein, de toute façon, de priorité asset, c'est beaucoup d'actions, des choses comme ça. Si vous faites cette action, vous gagnez 4 points. Si vous tuez une ou plusieurs unités, vous gagnez 2 points. Donc globalement, si vous faites déjà ça, vous avez 6 points par tour, tous les tours. Donc potentiellement 6 x 5, 30 points. Et derrière, vous allez gagner 4 points pour tenir un objet, ou plus, et 10 points si vous contrôlez l'objectif adverse. Donc globalement, comme vous faites déjà 30 points avec les actions et la létalité, si vous vous contentez d'aller scorer au dernier round un objectif et d'aller choper l'objectif maison adverse, vous faites vos 45. Ça me paraît intéressant parce que justement là, vous n'êtes pas obligé d'être focalisé sur les objets. Et en face, vous avez rechercher, nettoyer, où il doit, lui, par contre, tenir plutôt l'objectif central. Vous tuez des unités qui sont dans des terrains et vous empêchez de rentrer dans sa zone de déploiement. Donc vraiment, vous avez la possibilité de temporiser la game, faire vos actions, faire tuer des unités tranquilles sans forcément lui donner les unités dans les terrains ou des choses comme ça, pour que fin de game, vous enfoncez l'adversaire pour aller choper son objet qui fera un gap de 15 points. Voilà. Voilà, on a fait le tour donc du coup des missions. Je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes, que les différents match-ups sont vraiment intéressants. Ça va vous faire jouer à plein de jeux différents malgré que vous ayez une seule liste, quoi. Donc pour tout ce qui va être tournoi ou même voilà, peaufinage de liste et puis et tout, ça peut être très intéressant parce que vous ne jouez plus au même jeu en fonction de votre adversaire. Moi je trouve ça vraiment cool. Là, avec les packs de missions donc, que Games est en train de nous dévoiler, on voit les détachements, quels archétypes ils représentent, quels archétypes ça va être. Donc ça nous permet déjà, vous aussi, de faire des listes d'armées qui vont correspondre en fonction du détachement que vous voulez, de l'archétype, donc des missions qu'il y a eu là, des missions secondaires dont je vous ai parlé lundi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Dans le récap du lundi, il y a les missions secondaires. Et mis tout ça bout à bout, déjà, je projetais quand même concrètement dans la V11 et même voir de faire des parties, même si les coûts en points ne sont pas exactement optimisés pour la V11 actuellement. En tout cas, le système actuel me branche à mort. Moi, je suis super hype et j'ai très hâte de pouvoir tester tout ça sur table. En attendant, vous connaissez la musique, vous mettez un pouce, vous commentez, vous nous racontez si ça vous a plu, s'il y a des choses que je me suis complètement planté, peut-être aussi, si le format vous convient ou pas du tout, vous n'hésitez pas. Vous pensez que si vous faites des commandes, allez sur My Hobby Place, vous mettez que vous venez de notre part, et ben ça nous fait une petite commission derrière, ça aide vraiment la chaîne. Et un grand merci toujours aux tipeurs que vous allez avoir affichés à l'écran. Merci à vous parce que c'est un soutien qui est très important. Si vous voulez participer aussi, si vous voulez nous soutenir, il y a le lien du Tipeee dans la description. Ça va nous permettre d'avancer sur les projets. Et en attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt. Je vous dis ciao.